Je suis ravi d'être aujourd'hui à Saint-Bonnet avec vous. Je suis chercheur à INRAE. Avant d'être chercheur, j'étais ingénieur. J'ai travaillé une dizaine d'années comme ingénieur. Et ça fait quasiment 20 ans que je travaille sur le génie végétal, les solutions fondées sur la nature, principalement sur les cours d'eau, parce qu'avant j'étais ingénieur en hydraulique. Et bon, qui dit cours d'eau, qui dit berge, qui dit berge dit eau, et puis dit talus. Et donc voilà, j'ai quand même croisé beaucoup de talus, et quand le PARD m'a proposé de travailler sur les talus, j'ai dit ok, on y va. De toute façon, on a déjà, dans le cadre du PEPR Solubiote qui a été cité, on travaille aussi dans Vivalp sur le Living Lab des Trois-Vallées, où on travaille sur les talus. Il y a une grosse demande là-bas pour restaurer les talus, autrement qu'avec du génie civil. Donc il y a un postdoctorat en cours, il y a sans doute des stages et des thèses qui vont commencer aussi sur ce sujet-là. Donc je vais vous donner... Je suis moins à l'aise que sur les cours d'eau, donc je vous demande d'être indulgent et je vais vous partager mes réflexions là-dessus. Donc voilà, historiquement, le génie végétal est très développé. On sait que sur les cours d'eau, ça fait plusieurs milliers d'années que c'est en route. Sur les talus, on sait en tout cas qu'en France, on était les leaders au 19e siècle avec les travaux des restaurations des terrains de montagne. L'idée, c'est quoi? Il y a des moutons partout, donc il n'y a plus d'herbe. Donc la rivière descend dans la vallée avec ses sédiments, et il y en a jusqu'au niveau du toit, pour faire simple. Voilà. Et du coup, il y a eu les lois RTM, mais voilà, mon collègue y reviendra juste après. Et voilà, qu'est-ce qu'on a pu faire, qu'est-ce que nos anciens ont pu faire pour stabiliser les talus. Vous voyez ici des garnissages qui sont faits à grande échelle sur les talus. Ici, en zoomant un peu, voilà ce que ça peut donner. Donc l'utilisation de végétaux vivants pour stabiliser les talus à grande échelle. C'est pas nouveau de stabiliser les talus avec de la végétation. Et puis ça a été fait à grande échelle dans le coin. Et puis avec plusieurs types de techniques. Ça, c'est les montages en croisillon. Donc ce que vous voyez en noir, c'est les piquets qui sont plantés dans le sol. Et en clair, ce sont les gaulettes ou autres branches qui sont tressées entre les piquets. Et ça donne... Ouais, c'est ça. Ça marche plus. Si tu joues dessus, j'ai plus la main. Ok. Et donc voilà ce que ça peut donner quand c'est fait quand c'est fait pour tenir un fond de ravine ici. Donc c'est clayonnage en croisillon. Voilà d'autres types de travaux avec on voit ouvriers crétant des berges et réalisant des fascinages vivants. Donc les fascines qui sont mises en place ici un peu dans des fonds de ravine. Donc on voit pas mal de diversité aussi dans les techniques. Et puis bon, faut pas oublier que la France c'est le pays de Vicat, c'est le pays de Lafarge. Le béton on connaît, on en a mis partout pendant 30 ans et plus. Bon voilà, c'est juste une évolution sociétale, je ne porte pas de jugement. Et puis on a aussi développé pas mal de choses de génie civil pour travailler sur les talus, avec les piquets, avec tout ce qui est cloutage aussi. Quelque chose que je désaffectionne particulièrement, qui est l'utilisation de géogrilles et de plastique, qu'on retrouve pas mal aussi sur les talus. Là, c'est quelque chose que j'ai vu qui a été posé récemment, je ne dirais pas où, avec... bon, après, j'imagine dans certains endroits, on n'a pas le choix non plus. Mais bon, on contribue quand même à disséminer le plastique un peu partout. Donc ici, on a du grillage et puis des banquettes grillagées avec des géogrilles, quelque chose qui est assez utilisé. À gauche, c'est du béton. Et puis le génie végétal, c'est un peu revenu dans les années 90. Peut-être aussi dire qu'il y en a qui n'ont pas oublié quand même si le génie végétal, on faisait que ça autrefois, notamment dans les siècles précédents. De toute façon, on n'avait pas accès au béton ni à la machinerie. Mais bon, il est resté des endroits où on a fait du génie végétal aussi en France, notamment à ONF et RTM. Et il y a des pays où c'était beaucoup plus développé quand même, notamment en Autriche. Voilà. Et c'est reparti d'Autriche. Il y a Hugo Schichtel, qui est vraiment un forestier du Tyrol, qui a vraiment développé ça et qui a disséminé jusqu'au Canada puis aux États-Unis, et qui a notamment travaillé avec Robin Sautir au début des années 80. Et puis voilà, ça c'est un bouquin autrichien juste sur les talus. Et ça, c'est un bouquin qui était coordonné par une chercheuse française, Alexia Stokes, mais on peut se demander si c'est vraiment développé en France. En tout cas, je suis preneur si vous avez. Moi, je n'ai pas trouvé beaucoup de références techniques
pour travailler sur les talions en génie végétal. Rien de très fouillé. Donc il semble quand même qu'il y a un peu de chemin à faire de ce côté-là. Donc qu'est-ce que c'est le génie végétal? On peut dire que si on reprend la définition des anciens du RTM, qu'il s'agit d'imiter la nature, à s'emparer de ces procédés, à opposer habilement les forces de la vie organique à celles de la matière brute. Du coup, aujourd'hui, on dirait utiliser les lois physiques de l'ingénierie et aussi les lois biologiques. Donc l'ingénierie, c'est la matière brute. Et puis la vie organique, c'est les lois biologiques. Donc en fait, la notion d'ouvrage et l'utilisation de plantes vivantes comme matériaux de construction. Pour dire simple, c'est des végétaux vivants pour lutter contre l'érosion, si on veut une définition simple du génie végétal. Et puis comme moi je suis écologue, alors je fais plus compliqué, c'est des outils pour passer des filtres ou des seuils abiotiques, comme des pentes fortes ou instables, ou des processus érosifs, et rétablir les trajectoires successionnelles. C'est-à-dire que quand l'érosion est trop forte, la végétation n'arrive plus à s'installer. Donc on va essayer d'en réinstaller mécaniquement un peu pour réenclencher les processus naturels qui permettent le développement de la végétation et de la succession végétale. Donc aussi, quelque chose d'important, c'est que le génie végétal, c'est interdisciplinaire. Donc il n'y a pas une personne qui a tout compris, puisque de toute façon, ça fait appel à plein de disciplines. Il faut partager. Donc si on parle des talus, il y a bien sûr, on travaille avec des végétaux vivants, donc il faut savoir quelle espèce, comment elle fonctionne. On travaille aussi avec des pelles mécaniques, des matériaux, des plans, voilà, des gens. Donc il faut aussi faire appel aux sciences de l'ingénieur. Et puis on travaille avec du sol, donc il faut que ça tienne, il y a la géotechnique, il faut que ça pousse, il y a la pédologie, et puis bon, tout ça, ça dépend de la géologie aussi. Et puis il y a des gens aussi autour, donc on peut regarder comment ça fonctionne avec les gens. On a vu avec les CFN combien c'était important. Voilà, peut-être un génie végétal, un compromis entre fonctions. Donc ça, c'est un chantier, enfin, d'abord c'est un glissement de terrain. Où j'ai été, mais vous verrez, c'est la dernière diapo. C'est en Colombie-Britannique. Donc, on va protéger durablement les enjeux humains. En fait, ici, on a une route en haut. Mais aujourd'hui, on voudrait aussi restaurer les fonctions écologiques et récréatives. C'est un peu l'objet des solutions fondées sur la nature. Il faut que ça soit bon pour la société et bon pour les systèmes. Et voilà les travaux mis en œuvre. La première saison de végétation, ça c'est 2 ans après. Et puis ça, c'est moi qui ai pris, c'est la photo que j'ai prise. Genre, ça doit être quasiment 20 ans plus tard. Donc voilà, on peut faire des trucs. Peut-être aussi rappeler quand même que si on prend le génie civil, si vous avez la contrainte mécanique en ordonnée et le temps en abscisse, le génie civil, sa résistance est maximale au début et elle diminue avec le temps. Alors que le végétal, c'est le contraire. Donc ça demande de changer de fonctionnement au niveau paradigme en fait. Parce qu'au début, la résistance est faible et elle augmente avec le temps. Mais j'y reviendrai juste après un peu. Mais en tout cas, il y a plusieurs façons de penser qui doivent changer pour ça. Et ça, bon, si on veut faire plus compliqué ici, c'est comparer le génie civil et le génie végétal avec la fin de vie et puis aussi les périodes d'entretien. Mais je ne développe pas parce que je n'ai pas le temps. Et ce qui est important pour moi, mais ça a été dit par Karine, c'est qu'il n'y a pas d'un côté le génie végétal et de l'autre côté le génie civil. Souvent on les oppose. J'avais même entendu au début que j'ai commencé à travailler là-dessus. Le génie végétal, on a déjà essayé, ça ne marche pas. Et en fait, voilà, ceux qui ont essayé de construire des maisons au départ en pierre, je pense que ça n'a pas marché non plus. Ça ne nous a pas empêché de faire des cathédrales. Donc je pense qu'il ne faut pas lâcher l'affaire. Et ce n'est pas un tout ou rien, mais c'est un gradient. Là aussi, il faut de la nuance. La période n'est pas toujours à la nuance, mais là, je pense qu'on peut insister sur le fait qu'il en faut. Donc, on a la part du végétal d'un côté, la part du minéral de l'autre. On peut voir très bien ce que ça peut donner entre de l'arranchement bétonné, qui se justifie dans certains endroits, il n'y a pas à discuter, mais pas partout. Et puis, la part du végétal qui peut augmenter en fonction des techniques. Et puis, si on regarde, avec cette part du végétal, la biodiversité augmente, les fonctions écologiques augmentent, le paysage s'améliore, enfin bon, pour la majorité en tout cas des gens, et la résistance mécanique augmente avec le temps. C'est l'évolution qui est positive. Après, la résistance mécanique, effectivement, elle sera plus élevée ici, même si on peut discuter de certains aspects, notamment de la souplesse et de l'adaptabilité. Et puis la santé humaine, c'est quelque chose que je trouve très important. C'est qu'on sait aujourd'hui que la présence de végétation, c'est important pour la biodiversité, mais c'est important pour notre santé, à la fois notre santé physique. On sait que, par exemple, notre pression sanguine est plus
est plus basse quand on est en forêt. On sait que si on a un arbre devant notre fenêtre, on va guérir plus vite à l'hôpital. On va avoir 2 jours de convalescence en moins. Donc, ça permet d'augmenter aussi la concentration. Donc il y a aussi cette dimension-là. La végétation, c'est bon pour la nature, mais c'est aussi bon juste pour nous. Voilà. Il suffit d'aller place de la Défense, par exemple, pour s'en rendre compte. Et voilà. Et puis une autre évolution, c'est le coût carbone. En fait, en général, ce n'est pas toujours le cas, mais en général, le coût carbone et en euros diminue avec l'utilisation du génie végétal. C'est très souvent le cas, surtout en milieu non urbanisé. Ce qui me paraît important aussi, c'est qu'aujourd'hui, il faut, je disais, il y a un changement de façon de penser. On a travaillé avec des sociologues là-dessus et qu'il faut redéfinir les performances. C'est-à-dire que comme le végétal, sa résistance est faible au début, il y a des risques au début. Et donc, il faut partager les risques. Il faut les accepter, les partager. On ne peut pas demander au simple maître d'œuvre de tout assumer. Il faut que le maître d'ouvrage... Bon, je pense que ça, la Cléda est au courant, mais la maître d'ouvrage en assume une partie avec l'entreprise et le maître d'œuvre. C'est pas, voilà, on ne peut pas dire. Ça, c'est aussi parce que le vivant, ça ne se met pas en équation. C'est facile de mettre une éprouvette de béton en équation, de savoir à partir de quelle vitesse de l'eau un caillou roule, mais savoir quand une bouture va mourir, c'est beaucoup plus difficile à modéliser. Et puis, il faut de l'humilité et de l'audace. Bon, c'est ce que disent les sociologues. Donc on passe d'un paradigme dominant qui est le paradigme de l'ingénieur que je pratique encore et que j'ai beaucoup pratiqué, c'est-à-dire on prédit, on contrôle. On calcule des newtons, on a des bacs, je sais le truc, je vais vous expliquer, ça va être comme ça. Et puis on passe à un paradigme adaptatif avec essai-erreur et basé sur l'expérimentation et le raffinement itératif. Du coup, voilà, on accepte de se tromper et de revenir en arrière. On a vu voilà, que c'était un peu le processus que vous nous avez montré, la Cléda, est un peu un processus comme ça. On essaye, on reprend, on renforce, on avance. Et puis le paradigme déterministe, il a quand même pris un bon coup dans l'aile avec le changement climatique. Parce que tous les abats, si vous prenez tout ce qui est calcul de période de retour, qui est bien malin aujourd'hui, qui sait ce que c'est une crue centenale avec les fréquences de pluie qui augmentent tout le temps. Donc on est de toute façon en train de glisser sur un changement de paradigme. Donc je trouve ça intéressant de voir aussi comment on peut changer de façon de penser là-dessus et avancer collectivement sur une nouvelle façon de voir. Et puis on peut aussi penser aux travaux d'Olivier Amand, qui est un chercheur de Lyon qui travaille sur les limites de la performance et que le fait que c'est le paradigme de la performance qui nous conduit à l'abîme et que si on s'inspire de la nature, elle n'est pas performante. Elle est robuste, elle est sous-optimale et elle est redondante. Donc, il faut changer de paradigme si on veut survivre pour arriver à travailler en redondance, en sous-optimalité, en coopération, en interaction. Mais bon, je vous renvoie à ces travaux si vous voulez en savoir plus là-dessus, mais c'est passionnant et plein d'espoir. Après, je vais vous montrer quelques exemples de ce que j'ai vu sur les talus. Et la majorité des photos sont les miennes. Voilà, ça c'est souvent ce que peut faire, ce qu'on trouve dans les Alpes françaises. C'est un peu le schéma, même suisse, italienne. C'est un peu un schéma assez typique de ce que peuvent faire les services forestiers. Je pense qu'il y en a qui sont du RTM, je ne sais plus lesquels, celui-là je crois, ou de l'ONF. Donc avec des caissons végétalisés, des étages de caissons végétalisés, du treillage bois, caissons végétalisés permettant d'avoir une pente forte, du treillage bois, des plantations. Et puis, bon, ils sont faits de différentes manières. En voilà un autre avec des plantations. On voit ces caissons ici sur des pentes. Donc, nos collègues de l'ONF maîtrisent très bien ces techniques. Ça, c'est quelque chose que j'ai vu en 2012. Donc, on fait des tressages de sol ici avec des plantations sur une banquette, sur une voirie départementale. Alors, peut-être notre collègue du département, la Savoie, qui présentera, je ne sais pas si elle présente le même. Donc ça, c'était en 2012, et puis j'y étais il y a 15 jours, je crois, ou 3 semaines. Et donc on voit que voilà, c'était pas adapté au niveau des saules. Par contre, ça a quand même fait des petites banquettes qui ont permis aux pins et autres argousiers de se développer. Donc finalement, c'était quand même relativement fonctionnel, même si ce n'est pas les résultats forcément attendus.
Après, à une autre échelle, ça c'est à Wenthenthal, c'est dans le Tyrol. Donc en dessous, on a une cristallerie, donc ça craint un peu parce que ça envoie tout sur la cristallerie qui est importante. Et du coup, vous avez avant, après. Voilà, donc c'est déjà une ampleur un peu supérieure. Donc ce qui a été fait ici, c'est ils ont fait un drain sur la partie supérieure et ils ont envoyé l'eau sur les côtés. Et au milieu, on a des séries de lits de plançon avec du saule-pourpre. Et donc voilà, donc on peut pour ça pour dire que ça ne concerne pas forcément des tout petits talus derrière chez soi, mais que on peut quand même faire des trucs ambitieux. Et il y a des endroits où on le fait, puisque ça, c'est quand même nos collègues autrichiens qui travaillent comme ça. Bon, ça, c'est d'autres. Là, je vais mettre un peu plus des trucs, des techniques intermédiaires. Ça, c'est quelque chose que j'avais vu pas très loin d'ici. Voilà, avec des banquettes grillagées, enfin du grillage, des piquets métalliques et puis des plantations au-dessus. Ce qui est pas mal utilisé par les collègues de l'ONF ou du RTM. Ça, j'ai vu ça plus récemment. C'est encore un peu plus de métal et là avec du plastique. Bon, ça fonctionne pas super bien, mais c'est quand même solide avec les piquets. Bon, c'est quelque chose qu'on trouve assez fréquemment aussi, mais bon, qui est un peu moins intégré. Peut-être cet ouvrage-là aussi, qui est un ouvrage qu'on avait fait dans le cadre du projet Génial pour développer du génie végétal sur les rivières de montagne, donc avec une pente de 100%, là, donc de plus de 1 pour 1. Avec une pelle araignée, la mise en place de caissons et treillage bois, un peu les mêmes techniques. J'y suis retourné là il n'y a pas longtemps, ça tient toujours, ça fonctionne. Et une technique aussi dont je voulais parler, qui me paraît importante, qui est très peu utilisée en France, j'ai jamais vu en fait utilisée à part le chantier que je vous montrerai juste après. C'est la technique de la fascine drainante. Donc en fait, c'est pour traiter les résurgences superficielles. Donc on va chercher l'eau partout où elle est et on la fait couler dans un drain avec des saules vivants. Et ça peut fonctionner pas mal. Hein. C'est les images que je vous avais montrées tout à l'heure. Voilà, ça, c'est des images que j'ai prises au Québec aussi. Donc c'est ce type de travaux en route. Vous voyez le drain ici, principal. Voilà, les drains qui circulent là et qui vont chercher l'eau pour l'amener en bas. On a un gros drain en roche au milieu, mais sur les côtés, c'est comme ça. Et voilà, juste après, ce que ça peut donner. Et ça, c'est un chantier qu'on a fait à Pralognan à l'automne. Donc ici, le chemin, et on a des résurgences sous le chemin. Et ils ne savaient plus trop comment gérer le truc, à part planter des piquets métalliques et mettre de la banquette grillagée. Et du coup, on a essayé ces techniques. Bon, on n'a pas les résultats, il faudra voir au printemps. On a essayé, voilà, ça c'est vu de dessus. Donc on voit les résurgences ici, puis le chemin là qui se casse la gueule. Voilà ce qu'on avait imaginé avec différents drains et puis des lits de plans et plançons et des fascines drainantes. On a réalisé que cette partie-ci, qui était la partie la plus dégradée, pour tenir le chemin en dessous. Donc voilà la pose des fascines. Donc c'était soit l'illico, soit les ânes. Donc on a préféré les ânes. C'était très sympa. Et voilà un peu ce que ça donne sur le terrain quoi, quand on est dans la boue ou sous la neige. Mais voilà, c'est quelque chose qui peut fonctionner, en tout cas, qui coûte de la main-d'œuvre, mais pas grand-chose d'autre. Ça, c'est au sein du parc de la Vanoise. Voilà, ça, c'est un exemple en Italie. Voilà, pour montrer que ça peut être fait sur là aussi, qui ressemble un peu à l'exemple autrichien, sur des grandes quantités. Peut-être celui-là, je passe vite. Voilà, ça, c'est un exemple en Colombie-Britannique avec des techniques qui ne sont pas adaptées pour ici. C'est des techniques pour là où il pleut beaucoup. Voilà, c'est des techniques plutôt de tressage. Hein, comme ça. Bon, ça, c'est Dave Polster qui fait ça. Moi, j'avais fait un stage avec lui. Voilà, il les met en pente pour que l'eau descende le long de son talus. C'est une université qui est au-dessus. Donc voilà, ils ont réussi à faire un talus qui est quand même très pentu, avec du saule. Et puis, bon, on trouve des images du RTM un peu comme ça. Et puis là-bas, bon, comme il pleut tout le temps, hein, il pleut jusqu'à entre 2 et 5 mètres sur cette région-là par an. Donc là-bas, quand il pleut, voilà. Quand il pleut pas, ce qu'ils disent, c'est qu'il bruine. Et voilà ce que ça donne juste après. Donc, quelque chose qui a bien fonctionné, même si j'ai vu ailleurs des autres ouvrages de ce même gars donc, qui nous avaient présenté, mais tout était sec. Tout dépend des conditions. Peut-être une des leçons aussi, c'est qu'il n'y a pas une recette. Hein, tout va dépendre du contexte. On ne va pas travailler de la même façon en vanoise qu'ici. Et puis alors, puisqu'il y a des messages clés, peut-être un message clé, c'est que la végétation, c'est bon pour l'homme, pas seulement pour la biodiversité, je pense que c'est important. Le génie végétal peut durablement stabiliser les glissements superficiels, voilà, sans ferraille et sans pierre et sans béton. Il existe des techniques variées, dont certaines peu utilisées.
Voilà, il y a un peu un catalogue de techniques qui est utilisé, que ce soit sur les rivières ou sur les talus. Il y a peu de choses qui sont utilisées et c'est toujours les mêmes techniques. Pourtant, quand on regarde la littérature et ce qui est fait à l'étranger, il y a un peu plus de diversité qui existe. Et puis on fait des recherches appliquées, on en lance actuellement, il va y avoir une thèse, des stages, et on cherche des partenaires aussi pour développer un peu ça. Moi, ça me paraît avoir du sens de développer ces techniques dans nos territoires. Je vous remercie. Merci pour ces super exemples applicatifs sur des pentes. Est-ce qu'il y a des questions en salle déjà? Oui. Oui, André, je voulais juste dire, c'est Florence qui parle, voilà. Juste dire merci, merci d'avoir introduit le changement de paradigme, quoi. Parce que c'est important que ce moment qu'on partage toute la journée, on a parlé du projet Résalp aussi, qui se voulait aussi expérimental, pour vraiment tous bien partager aussi nos points de vue, nos méthodes et les enjeux par rapport aux adaptations qui sont dans lesquelles on est aujourd'hui. Et sur la question de la robustesse de Olivier Hamon, de son approche qu'on a pu partager nous aussi dans le cadre du séminaire Risque et Tourisme, il y a encore un mois, où il y a eu beaucoup de partenaires qui ont aussi posé ces enjeux-là. Donc moi, je voulais juste te dire merci d'avoir posé le fait que quand on se rencontre tous sur des questions comme celle, par exemple, de technique SFN, c'est pas que de la technique. C'est aussi comment on bosse autrement aujourd'hui sur ces questions-là et comment on aborde les questions autrement, aussi avec nos élus qu'on accompagne. Tu parlais de partenaires pour partir sur des projets demain ou aujourd'hui. C'est vraiment aussi d'autres façons de bosser les uns avec les autres. Voilà, je voulais juste te dire, c'est tout, merci. Et il faut, ben voilà, il n'y a plus qu'à tous ensemble. Merci à vous. Moi, ça résonne dans le fait que ça appelle quelque part aujourd'hui à une approche. J'en discutais avec des philosophes de l'environnement québécois récemment. C'est avoir une approche globale. Hein. C'est ce que dit Edgar Morin, c'est que la connaissance aujourd'hui, elle est entre les disciplines. Et ça demande à se croiser, à travailler. Et le fait de travailler depuis le terrain, depuis la pioche jusqu'à la philosophie, ça permet aussi quelque part de quitter un peu les silos ou la sectorisation qui est un peu le grand drame de cette société où chacun est enfermé dans sa bulle, quoi. Merci, ça fera une très bonne transition avec l'exposé d'après qui porte justement sur les aspects sociétaux. Mais on va continuer avec les questions d'abord. Alors. Oui, Nathalie Béranger du CEREMA. Merci, c'était super intéressant et ça ouvre beaucoup de perspectives. Vous avez parlé du changement climatique. Est-ce que c'est quelque chose que vous étudiez pour voir, entre autres, si les espèces réimplantées seront adaptées à nos futurs climats ? Merci pour la question et le retour. Le changement climatique, c'est un enjeu majeur sur ces techniques-là, notamment les sécheresses estivales. Et c'est quelque chose sur lequel j'ai déjà encadré une thèse, on a déjà fait des travaux. C'est quelque chose, plusieurs fois je l'ai proposé aux financeurs, ça n'a jamais été prioritaire pour eux. Mais c'est quelque chose, à mon avis, il y a deux aspects. Vous parlez de l'aspect espèce, c'est un des aspects à traiter. Aussi, c'est sûr qu'il faut de toute façon, à partir d'un moment, changer les espèces. De toute façon, elles changent déjà, donc il faut accompagner le changement. Pas partout, hein, mais il y a des endroits où on n'a plus le choix. Et puis, il y a quelles espèces on veut, ça faut travailler ça tous ensemble avec des sociologues, on ne sait pas. Et puis, il y a quelles techniques. Il y a des techniques qui sont plus adaptées. J'ai fait un retour d'expérience jusqu'à Valence en Espagne. Là-dessus, ils ne travaillent pas comme nous. Donc, il y a des changements à adapter. Et je dirais que moi, il me reste 10 ans à bosser à peu près. Et c'est vraiment un truc que je veux traiter dans la prochaine décennie. Oui, Gilles Pirou de l'IRMA. Dans les solutions que tu as... Enfin, dans le panel que tu as présenté de solutions, quelles sont les contraintes d'entretien ultérieures ? On en parlait en aparté sur ce qu'on a vu ce matin sur le Dracamon. Finalement, on peut imaginer des solutions, mais est-ce qu'on peut se passer de prévoir un éventuel entretien ultérieur ? Et puis, la subsidiaire, c'est quand on parle de partenaires intéressés, c'est dans quel cadre que l'INRAE, par exemple, peut accompagner les collectivités ou les communes s'il y a un besoin qui émerge.
Oui, il y a beaucoup d'informations. Donc la deuxième question, c'est dans quel cas on peut accompagner les communes. En fait, on les accompagne si ça intéresse nos recherches. Voilà. Donc si c'est intéressant pour nous. Après, moi je suis agent du service public, donc je réponds toujours, et si je peux aider, j'aide, quoi. Après, on a le temps qu'on a et il y a ce qu'on peut faire. Mais en tout cas, c'est intéressant. Et l'autre question était sur l'entretien. Donc c'est pas une question simple. Mais bon, ce qu'on peut dire, déjà, il y a plusieurs choses à dire. Peut-être ce qu'on peut dire, c'est déjà que les premières années, c'est plus fragile. Donc prévoir sur les 3 premières années, qui est vraiment le temps d'implantation de l'ouvrage, un peu d'argent. Par exemple, si on prend un ouvrage qui a été fait sur la Sévresse, qui a coûté 80 000 euros, voilà, et, alors que des ouvrages de génie civil peuvent coûter 10 fois plus cher, j'ai un exemple en tête, on peut se dire que prévoir encore 40 000 et 40 000 au cas où pour entretenir, ça ne va pas être plus cher. Donc les premières années, c'est fragile, donc il faut les aider. Et sur la durée, et après, en fonction des techniques et des milieux, on peut vouloir entretenir, parce que ça peut changer les conditions, notamment si on pense au cours d'eau ou à certains endroits où il y a du ruissellement, on peut vouloir beaucoup de petites tiges plutôt que des grosses tiges, plutôt que des arbres. Ça dépend des conditions, mais voilà, l'ouvrage que je vous ai montré en Colombie-Britannique, et puis il y en a d'autres, voilà, 20, 30 ans après, il y en a plein, notamment sur les glissements de terrain, il n'y a pas d'entretien. Souvent, il n'y a pas d'entretien. Mais bon, tout aussi, voilà, tout dépend du contexte. Merci. Est-ce qu'il y a encore une question en salle ? Ouais, André, est-ce que tu aurais par hasard des retours sur l'hydroseeding, technique qu'on met en œuvre un peu partout désormais, et j'aimerais avoir ton avis là-dessus, s'il te plaît. Oui, c'est encore un anglicisme, l'hydroseeding. On est très fervent des anglicismes. Alors pour travailler pas mal au Québec, moi j'essaie de faire attention. Et donc en français, ça s'appelle de l'ensemencement hydraulique. C'est l'utilisation en fait d'une lance d'arrosage avec un réservoir dans lequel on va mélanger des graines, éventuellement de l'eau, enfin des graines, de l'eau, une colle, et puis éventuellement aussi de l'engrais. Et souvent on met de la peinture aussi pour voir où on l'a mis. Bon, les colles, des fois, elles sont pas vraiment bio. Donc il faut regarder ce qu'il y a dans la colle. La colle, ça peut être assez dégueulasse. Bon, après, il faut déjà aussi regarder ce qu'il y a dans les graines. Et après, l'hydroseeding, bon, c'est une bonne technique, ouais, pourquoi pas. Après, ce qu'il faut faire attention aussi, peut-être, c'est les densités de semis, puisqu'en fait, les succès aussi sont vachement dépendants des densités de semis. Il ne faut pas que ça soit trop faible ni trop élevé. Et du coup, ça, avec l'hydroseeding, c'est pas toujours simple à gérer. Voilà ce que je peux dire, mais grosso modo, ce que je sais sur l'hydroseeding, mais je ne suis pas un pro de l'hydroseeding. Merci. On a 2 questions encore en visio, et puis après, on passera à la prochaine présentation. Alors, on a une première question sur pourquoi le sol est utilisé en génie végétal en termes de caractéristiques. Alors ça, c'est une question qui me plaît bien. Ça, moi, j'aime bien le saule, parce que simplement, le saule, c'est une espèce pionnière qui bouture très bien. C'est une des fonctions de la rivière, c'est de permettre la survie des espèces en promenant des petits bouts, et puis ça reste humide. Donc ça pousse, ça permet aux espèces de se reproduire juste par propagation végétative. Donc les saules sont très doués pour ça, et ça nous permet d'utiliser des structures qui vont au départ, parce que je disais, il faut lutter contre l'érosion, donc installer la végétation pour arrêter l'érosion et engager le processus de développement des racines et des tiges. Et quand on va mettre un fagot planté avec des pieux, le tout étant vivant, le tout rejetant, eh ben on a à la fois une structure physique qui va retenir les sédiments qui descendent, la pente qui descend, c'est vrai aussi pour d'autres techniques, et du coup ça va se développer, et donc on a à la fois quelque chose qui est rigide, costaud, qui retient la terre et qui vient pousser dedans, alors que si on fait que de l'hydroseeding, eh ben on vient juste plaquer une pellicule de quelques millimètres, voire moins d'un millimètre en surface, qui ne va rien retenir du tout. Donc voilà l'intérêt d'utiliser les saules. Et pourquoi les saules ? Parce que c'est un des seuls genres, quasiment avec le genre des tamaricacées, qui se bouture très bien qui se bouture très bien en milieu plutôt humide. Une autre question de Sandrine Boudot. Les techniques de type fascine, caisson végétalisé, treillage nécessitent-elles des dimensionnements tels que l'on a l'habitude de faire pour des dispositifs type acier ou béton plus classiques ? Alors, est-ce qu'il nécessite ? Je dirais qu'il y a 2 écoles.
Il y en a qui calculent et il y en a qui ne calculent pas, sachant qu'en fait, à 95%, à mon avis, ce n'est pas calculé. Après, j'avais croisé à l'ONF, ils ont développé des calculettes à caisson. On peut tout à fait le faire, développer de toute façon, c'est de la mécanique, donc ça se développe bien. Et c'est vrai que c'est notamment si on doit reprendre des charges. Voilà, donc on peut tout à fait calculer toutes ces techniques de caisson et de treillage.